Je voulais remercier les Master 2 Pro documentaires qui filment, qui ont la gentillesse de filmer cette séance. Et séance actualité de l'art qui consiste, comme normalement toutes les semaines, alors depuis le confinement, semi-confinement et autres variations, qu'on n'a pas du tout pu tenir comme tel, mais surtout en cinéma. Donc on a un invité exceptionnel ce semestre et c'est toi. Donc un rendez-vous qui consiste à faire un état des lieux, d'où tu en es par rapport au cinéma, à ton art à toi, mais rejaillissant sur ton parcours évidemment, sur comment tu en es venu d'abord à être cinéaste, et l'apport des arts en général dans ton cinéma. Puisque là, pour le coup, on est servi avec toi, à la fois la musique, l'architecture, enfin tous les arts même la télévision se retrouve trouve un truchement dans ton cinéma. Donc merci pour cette venue. Et donc question habituelle pour nos invités, c'est comment tu en viens au cinéma, à cette pratique qui est la tienne, qui est celle du film à la première personne, du jeu filmé, et qui emploie, qui déploie plusieurs, on le verra film par film, de ceux que tu voudras bien nous proposer, qui déploie différents dispositifs pour le cinéma. Oh, c'est une longue histoire, mais enfin, je vais pas, comme beaucoup de cinéastes disent, ah oui, quand j'étais petit, je filmais en super vite. Non, c'est pas. Moi, j'ai été plutôt très vite, très vite attiré par l'art sous toutes ses formes. J'adorais la musique. J'ai lu très vite. J'adorais tout ce qui était théâtre. Trucage, mon grand-père m'a amené à l'opéra, enfin voilà, j'ai eu plein d'occasions qu'ont beaucoup d'enfants. Simplement, moi, je les saisissais, enfin j'aimais ça visiblement. D'ailleurs, j'ai l'impression que mes parents jamais vraiment poussé à faire des études artistiques, alors que je pense que ça devait être quand même assez évident à l'époque. Je passais mon temps à découper des trucs, des tableaux, des machins. Enfin, bah, en tout cas, c'était un peu mon. Et puis, assez vite, avec l'adolescence, et là, j'ai commencé à aller beaucoup au cinéma. D'abord, c'était une façon de sortir, c'est-à-dire de pas être chez moi, donc voilà, la première mobilette, d'aller au centre de Paris, parce que nous on habitait un petit peu en dehors, donc voilà, d'aller voir des films qui venaient de partout, c'est les années 70, donc beaucoup de cinéma aussi africain, chinois, on voyait toutes sortes de choses, et puis très vite aussi des chocs formels que j'ai eus pratiquement dans tous les domaines, mais le cinéma, voilà, avec quelque chose de plus fort. Bon, il y a eu Jeanne Dielman, j'avais 14 ans, donc le film de Chantal Akerman que j'ai vu 2 fois de suite. C'était voilà, un coup de bambou. Il y a eu les films de Marguerite Duras, India Song aussi, qui est sorti à ce moment-là. Le camion, tout ça, ça sort dans ces années-là. Et voilà, je me disais, là, je participe à quelque chose qui m'exalte, quoi. C'était très très fort. Je me souviens aussi Providence d'Alain Resnais. Enfin, il y a des films qui sont sortis comme ça, qui me marquaient, qui me montraient qu'il y avait des tas de possibles. Et donc le cinéma, pour moi, c'était un moyen de croiser l'amour de la musique, l'amour de la peinture, l'amour de l'écriture, et aussi de me mesurer avec ce cinéma qui était en plus les premiers films de femmes. C'était vraiment une très très forte affirmation. Varda, Duras, Ackerman, ça c'était aussi une prise de parole un peu différente de tout ce que je pouvais voir. Et donc voilà, après j'ai justement pas trop poussé par la famille à me lancer comme ça, et bah, tu devrais faire donc fait un peu d'histoire de l'art, des trucs comme ça. Et puis vite, ça a été rattrapé aussi par Paris, le punk, les boîtes, une espèce d'aventure comme ça, de dérive d'ailleurs, un peu comme ça. Et puis après, j'ai rencontré donc mon premier compagnon qui est décédé maintenant et qui m'a dit quand même, écoute, t'es malin, t'es doué et tout, il faut que tu fasses une grande école, là, enfin, au moins quelque chose qui... Ah, mon frère avait fait HEC, donc il faut... Voilà, il était un peu comme
ça à me dire. Et je lui ai dit, bah, oui, je vais essayer le concours de l'IDEC, mais pas tellement dans l'idée de faire du cinéma, mais beaucoup plus comme un défi, comme ça, à organiser une intuition qui était celle que c'était quand même le cinéma qui... Mais je n'ai pas eu une grande cinéphilie, on va dire, de cinémathèque légendaire comme ça pouvait l'être. J'allais autant à des vernissages, on parlait tout à l'heure de cette époque aussi de la peinture, de l'art conceptuel et tout ça qui me baignait beaucoup. Mais je pensais quand même que c'était le cinéma qui serait le moyen de jouer de toutes ces cordes. Voilà, le plus... Et puis il est vrai que l'émotion que j'ai pu ressentir au cinéma, elle est plus complète que les autres arts où il manque toujours quelque chose. Enfin, justement, l'art, par exemple, c'est un truc de collectionneur. Il faut avoir de l'argent pour posséder l'art. Alors que le cinéma, c'était aussi un bien public. Voilà, enfin, voilà, c'était le prix d'entrée pour tout le monde. Et donc, tout ça, en plus, j'avais quand même eu déjà, j'avais tourné dans le film de Bresson, j'avais eu quelques petites expériences comme ça, d'aller sur des tournages. Et tout ça me séduisait. Et puis, il se trouve que donc, la deuxième fois, ça a marché. J'ai fait l'IDEC, donc je me retrouvais étudiant au cinéma. Et là, évidemment, ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend quand même la concrétude, hein, notamment le montage. C'était à l'époque encore sur des tables, en tout cas en première année, voilà, de réfléchir à la fabrication d'un film, etc. Donc toutes ces intuitions, ces révélations, je pouvais les mettre maintenant en termes de concret, de coupe, de plan, de cadre. Et puis il y avait les autres étudiants qui étaient tous... assez intéressants. Il y avait Gaspard Noé, il y avait Robin Campillo, il y avait... comment il s'appelle celui qui a fait le film sur l'école, qui a eu une palme? J'ai un trou. Philibert? Laurent Cantet, voilà. Philibert était déjà un petit peu plus âgé, mais voilà, on était toute une bande de gens. Il y avait aussi des filles assez extraordinaires. Non, c'était vraiment... Et puis à l'époque, il y avait 20 étudiants. C'était pas la Fémis, hein, donc on était loin du centre de Paris, mais très peu, et tous en réalisation. Il n'y avait pas encore les sections montage, etc. Donc, en même temps, ça avait un petit côté un peu grande école, achat, mais voilà, c'était un petit peu n'importe quoi aussi. Mais j'ai beaucoup appris avec certaines personnes. Voilà, justement, Jean-Claude Biette, qui était là, qui nous... Téchinet était venu, enfin il y avait des gens déjà, Jacques Nolot, on avait travaillé avec lui, qui venait jouer dans des courts-métrages. Il y avait Marie-Claude Treilloux, qui m'a beaucoup... Voilà, des gens qui n'étaient pas dans un refus de la modernité, alors que la tendance, c'était un petit peu retour au scénario, il faut des bonnes histoires et tout ça, et moi j'étais un peu resté dans mon aile très duracienne, comme ça, un peu radical, mais bon, tout ça se faisait plutôt bien. Et puis, après, donc, j'ai eu le diplôme. Après, j'ai fait beaucoup de séjours à l'étranger, à Rome. J'ai eu la Villa Médicis hors les murs aussi. J'ai passé presque un an à New York, à Berlin, où j'ai commencé aussi. Voilà, j'avais une bourse. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et puis, il faut dire aussi, voilà, j'ai pas mal fait la vie, la nuit et tout. Et donc, tout ça s'est soldé par une espèce d'arrêt, justement, où j'ai mis en suspens le premier long que j'avais commencé à tourner. Et puis, 2 ans plus tard, voilà, je suis revenu à la surface et j'ai fait ce premier film, donc Rome désolé, qui est un peu le récit de toute cette descente comme ça, un peu aux enfers et retour. Et puis, voilà, beaucoup, comme souvent, vous savez, il y a une espèce de dynamique du premier film en France qui fait qu'on a plein de premiers films, mais ce qui est très, très difficile, c'est de faire le deuxième. Et donc, il y a même une avance spéciale au premier, ou maintenant, je crois que c'est premier et deuxième film. Enfin, voilà. Il y a une espèce de prime au premier film qui est sûrement très bien, mais qui fait que presque l'important aujourd'hui, c'est le deuxième, quoi, voire le troisième. C'est d'arriver à performer. Et moi, mon premier film, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais non, mais après ça, il n'y a plus rien, rien n'est possible et tout. » Et pour moi, c'était un petit peu difficile, c'était tellement radical et un peu dur comme ça que... Et donc, il a fallu que j'apprenne à composer, justement,
à partir de cette matrice. Et le premier film était donc à la première personne. Et comme je le disais tout à l'heure, il se trouve que c'est un moment où petite caméra qui commence à apparaître, crise dans la fiction, justement, à la fin des bonnes histoires, des films où on reprenait, vous savez, les Germinal, enfin tout ça. Il y a eu une espèce de grande moulinette postmoderne qui était en marche à ce moment-là. Et donc, il y a eu, oui, un nouveau type de cinéma, justement, où quelqu'un comme Alain Cavalier commence à tourner avec ses petites caméras. Très surpris qu'on appelle ça des documentaires. D'ailleurs, au début, il ne pensait pas une seconde. Ni moi, d'ailleurs, ni Chantal Akerman, ni Sophie Calle, qui faisait un film à ce moment-là. Elle n'en a pas fait beaucoup d'autres après, juste des vidéos. Mais voilà, il y avait une constellation qui fait qu'il y a eu une espèce de mouvement autour d'un cinéma dit à la première personne. Et puis voilà, des gens qui se sont présentés aussi, justement Judith Gahen et son producteur à l'époque, qui m'ont dit mais il faut que tu fasses un autre, on va trouver des sous, on va se débrouiller. Le Moulin d'Andé qui apparaît aussi, qui est un lieu où j'ai pu me poser pour écrire, pour réfléchir un petit peu, faire que tout ça soit pas trop n'importe quoi, un peu cette précarité aussi du début, où on ne sait pas trop voilà, comment est-ce qu'on va boucler le mois. Et de l'enseignement aussi, déjà, j'avais commencé aussi un peu à donner des cours à droite, à gauche. Et puis donc le deuxième, Leçon de ténèbres, Mon voyage d'hiver, tout ça c'est un peu enquillé. Entre deux, il y a eu d'autres possibilités de films qui se sont... il y a eu une commande d'Arte, donc bonne nouvelle, pour la Lucarne. Il y a eu Bologna Centrale, qui était aussi une commande de France Culture, atelier de création radiophonique. J'en ai fait un film. Et puis voilà, arrivent aussi des festivals, éventuellement des prix. Enfin, le sentiment que ça répond, enfin, qu'il y a un public possible, donc on n'est pas dans une espèce de claustrat auteuriste qui ferait que... voilà, puis des rencontres avec d'autres cinéastes, des complicités qui se font, Arnaud Despalières, Pedro Costa, enfin voilà, que tout ça se tisse un petit peu. Et donc j'ai commencé aussi à penser un peu le travail en termes assez prosaïque d'ailleurs, de possibilités de budget, quelle pratique avoir par rapport à ce que je voulais faire. Il y a eu la possibilité avec les câbles aussi de commencer à produire des choses moins chères, mais plus faciles à réaliser. Voilà, de ne jamais s'arrêter. C'était un peu mon souci. J'ai un peu mis en marche ça. Et d'ailleurs, parfois, c'est un petit peu effrayant parce qu'on a 3-4 trucs sur le feu en même temps, mais on se dit qu'il y en a bien un qui va marcher. Et donc, pour résumer, il y a eu ce que moi j'appelle les films d'Europe, qui sont un petit peu comme Orlando qu'on vient de voir, mais aussi Mon voyage d'hiver, Leçon de ténèbres, qui sont des films un peu des réflexions sur ce que c'est qu'être un Européen, voire un artiste européen, qu'est-ce que ça représente, est-ce que ça existe, est-ce que voilà, on peut construire quelque chose ensemble. Et puis il y a des films qui sont plus occasionnés par des voyages ou des séjours dans une ville, où là c'est souvent lié aussi à une rencontre, qu'elle soit amoureuse ou intellectuelle. Et ça, c'est souvent le cinéma qui m'a amené ça. C'est le fait de pouvoir voyager, par exemple à Buenos Aires, où j'avais jamais été. Et ben, j'y suis allé, j'ai tourné un film là-bas, et c'est devenu une espèce de connivence, parce que j'avais connu beaucoup d'Argentins en France quand j'étais adolescent. Et donc voilà, d'être chez eux, tout ça, ça m'a donné plein d'idées, ça a donné un film. Déjà, Rome désolé, mon premier, c'était ce que j'appelle un film de ville. Donc il y avait les films d'Europe, les films de ville. Et puis maintenant, une autre série qui s'est mise en place, que j'appelle les exercices d'admiration, qui sont l'idée que... on parlait d'esquisse tout à l'heure, mais que justement, au cinéma, finalement, tout ce qu'on fait, on l'emprunte. Voilà, c'est une série d'empreintes, le cinéma, que ce soit à la musique, à la littérature, à tout ça. C'est même un pillage, on pourrait dire. Et que les exercices d'admiration, mon idée, c'est de reconnaître ce qui m'a fabriqué en tant qu'artiste, voilà, que cinéaste.
et de le magnifier. C'est-à-dire de ne pas faire des films de déférence ou d'hommage, mais presque des vols en direct, comme j'ai pu le faire avec Alain Cavalier, parce que quand c'est possible, je mets la personne elle-même à contribution, donc qui intervient dans le film, enfin le plus possible. Et c'est une façon, oui, de revivre des émotions qui sont souvent liées à l'enfance. Je pense à La Voix humaine de Jean Cocteau. C'est peut-être pas, si on m'avait demandé quel est le plus grand texte que tu as jamais lu, j'aurais pas dit La Voix humaine de Jean Cocteau. Mais d'un seul coup, j'ai eu un souvenir d'une émission à la télé, au théâtre ce soir, ça s'appelait, c'était quand j'étais enfant, d'avoir entendu ce texte déjà avant. Et que ça m'avait bouleversé. Et donc l'idée est venue de le reprendre, et en plus tout ça avec les problèmes de droit, de légalité, tout ça qui font que ce film n'est pas visible, mais il a été fait quand même. Et même chose pour le voyage en Italie, peut-être qu'on aura l'occasion d'en voir un petit bout. Voilà, je reprends ces choses-là qui ne sont pas de l'ordre de l'hommage au plus beau film que j'ai jamais vu, mais plus là où se croise justement l'histoire personnelle de spectateur, moi en tant que spectateur, et de rendre grâce à ces moments où ces œuvres-là m'ont construit. Et c'est souvent pas des choses très souvent liées à des circonstances aussi. C'est pas forcément des choses très préméditées. Et voilà, donc Alain Cavalier, même chose. Là, je fomente un autour de Chantal Akerman, mais qui n'est pas justement cinéaste de notre temps, genre je vais vous raconter l'œuvre de Chantal Akerman. C'est en quoi Chantal Akerman a changé ma vie. Voilà, c'est ça. Et de le transmettre au spectateur sans forcément utiliser ces images à elle, et d'essayer de trouver une forme qui puisse dire aux gens, vous aussi, changez votre vie et allez voir des films de Chantal Akerman. Enfin voilà, c'est un peu l'idée, n'est pas de me faire mousser sur quelqu'un, mais plutôt de transmettre, comme on en parlait tout à l'heure, ce qui échappe à ma rationalité critique ou hiérarchique qu'on peut faire, hein, entre je préfère ça à ça et tout, de voir qu'il y a quelque chose d'un peu arbitraire, justement comme La Grâce dont on parlait pour les jansénistes, qui est là, qui se pose. Et moi, il se trouve, c'était un soir à la télé, une pièce de Jean Cocteau par Madeleine Robinson. Ça m'a déchiré complètement, mais je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. C'est des trucs comme ça. Donc ça, c'est une nouvelle série, mais les autres continuent. Donc voilà, il y a aussi un autre type de film qui serait sur l'histoire, qui sont nés aussi, donc avec Fragments sur la Grâce. Et là, j'ai aussi un projet dont on parlera demain, mais autour de la dimension historique. Ça marche aussi dans le passé. Il y a les voyages dans l'espace, mais il y a aussi les voyages dans le temps. Et puis, il y a aussi une autre forme. Alors justement, ça vous concerne plus directement, parce qu'il se trouve, comme j'ai été amené beaucoup à animer des workshops, des ateliers, etc., il y a un certain nombre de films qui sont plus des films collectifs, d'ailleurs, que des films de moi, mais où je mets en scène un atelier ou un groupe ou de cinéastes ou d'écrivains. J'en ai fait un à Bruxelles, comme ça, avec un atelier d'écriture qui existe à l'école de la Cambre à Bruxelles. Et ça a donné un petit film. Alors ces films, après, ils sont montrés dans un circuit un peu restreint, mais peu importe, ou parfois avec chance à la télé. Celui de la Cambre, il a été montré à Beaubourg. Et j'en ai réalisé un aussi avec des étudiants acteurs, moi qui ne travaille jamais avec des acteurs. Stanislas Nordet m'a invité à Rennes quand il dirigeait l'école du TNB, voilà. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec des élèves? Justement, c'est ça qui est bien, c'est que tu vas leur parler du réel, du documentaire. Et donc, on a beaucoup parlé, on s'est rencontrés. Je suis resté quand même presque un mois à Rennes. Hein. C'est au moment des élections, je me souviens, de François Hollande. Donc, en plus, tout ça animait beaucoup l'école. Et donc, voilà, il fallait trouver une règle du jeu. À chaque fois, c'est un peu pareil, un dispositif. Mais on a trouvé... Donc ça a donné des films un peu
choraux, je ne sais pas si on dit des films chorales ou des films choraux, mais qui sont à plusieurs voix. Et ça, c'est encore quelque chose que je trouve intéressant, parce que ça délimite voilà, la notion d'auteur aussi, de ce que ça peut avoir d'un petit peu rapace, l'auteur qui s'empare de tout. Et donc là, c'est quand même des films à plusieurs voix qui nécessitent la mise en valeur de chacun, enfin quelque chose. J'ai aussi un peu travaillé autour de l'installation, j'en ai fait quelques-unes, alors qui sont plus faits pour des espaces... j'allais dire, voilà, avec des projections, mais qui peuvent être dans plusieurs lieux, mélangés avec des objets, avec du parfum, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Ça, j'en ai fait quelques-unes, mais là, effectivement, c'est là où on voit aussi que c'est des champs sociologiques. Le champ de l'art, c'est un champ très à part, et on ne peut pas y entrer aussi facilement. Il faut un peu, comme ça marche dans les deux sens aussi, il y a des artistes qui font des films, mais parfois c'est difficile parce que je pense à Steve McQueen, par exemple, qui était un artiste assez célèbre de galerie, qui maintenant fait des films et qui, du coup, s'est un peu retiré du marché de l'art. C'est-à-dire qu'il ne produit plus de pièces pour les galeries parce qu'il vit des films. Parce que c'est comme si, on parlait de cette histoire de propriété, mais c'est un petit peu ça. Le film, voilà, vous abandonnez la pièce, l'idée de pièce unique, etc. Et il est passé au cinéma. Mais bon, il y a pas mal de cas où ça ne se passe pas, etc. Il y a des films dont les propriétaires sont des collectionneurs. C'est des choses assez étranges. Alors, on peut les voir sur Internet, mais en même temps, le film n'appartient pas. Enfin, c'est assez bizarre, mais bon, ça m'est arrivé. Et donc... voilà, il faut des lieux aussi. Il se trouve que c'était possible à Beaubourg une fois, mais ça reste très ponctuel. J'ai du mal à envisager alors que Chantal Akerman, par exemple, notamment à la fin de sa vie, elle vivait principalement des installations. Parce qu'elle avait trouvé, oui, sa place dans ce monde new-yorkais, etc. Alors qu'en fait, elle dispatchait ses films dans ses installations. Il y a un grand rapport entre les deux. Mais voilà, je crois que maintenant, c'est plus compliqué pour passer d'un champ à un autre. On a cru à cette porosité dans les années 90 et 2000. On a vraiment cru à la possibilité que les cinéastes puissent investir les musées et les galeries, en gros, et puis que l'inverse était possible aussi. Oui, ça s'est fait, mais ça a eu lieu. On ne peut pas le nier, mais le problème, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est la pérennité, c'est-à-dire de ne faire plus que ça. C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Et puis, il est vrai aussi que cette espèce d'aller-retour, parfois, était un petit peu surjoué. Moi, je me souviens justement d'une commande je crois que c'était la fondation Gulbenkian à Lisbonne, qui avait demandé à des artistes, des cinéastes de faire des installations. Bon, ils ont tous encaissé le chèque, mais moi j'ai bien vu Pedro Costa, il a pris 2 plans d'un de ses films, il a pris 2 télés, puis il les passait en boucle. Ce qui était assez beau d'ailleurs, mais voilà, on sent que c'est pas quelque chose dans lequel il s'est vraiment investi. Moi j'ai vu une installation de Kiarostami, par exemple, je trouvais très très pauvre. Et bon, voilà, comme c'était Kiarostami, c'était des gens qui dormaient dans un lit, c'était projeté sur le sol, enfin voilà. Après, il y a eu des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez pu voir justement ce que Georges Didier Huberman avait fait avec un artiste allemand là, au Palais de Tokyo. C'était incroyable. Il avait tapissé de films tout un couloir comme ça. C'était très très beau. Chantal, il y a des installations qui sont très très fortes. Chantal Akerman, quand elle s'est filmée dans ses crises de... comment ça s'appelle? Pas de dissociation, mais de... Voilà, les moments où on ne sait plus qui on est, quoi. Oui, schizophrénie, mais c'est un autre nom. Voilà. Enfin, bref, on est coupé en deux, quoi. Et voilà, donc elle savait quand elle mettait on et off, mais après, elle n'a jamais même regardé ce qu'il y avait sur les cassettes. Elle les a amenées à la galerie comme ça. Et c'était extrêmement fort. Donc voilà, il y a des allers-retours possibles, mais ce qui est, je pense, maintenant assez difficile, c'est la saturation des 2 champs.
voilà, qui finissent par plutôt se tirer dans les pattes que par s'entraider, ce qui, après tout, est un peu le luxe d'un pays comme la France, où il y a quand même une grande surface culturelle. Et voilà, le cinéma est aidé, l'art contemporain est aidé. Souvent, il y a voilà, je connais, peut-être tu la connais, Pascal Cassagno, qui a essayé de créer une aide de la délégation aux arts plastiques pour les films. Et les artistes ont dit, attendez, ils ont déjà assez de sous comme ça. C'est le contraire qu'il faudrait, ce serait que le cinéma donne un peu de sous pour les installations. Donc tout ça est assez... voilà. Et en même temps, je vous dis, un combat d'enfants gâtés, parce qu'il y a des pays où ni dans un champ ni dans l'autre, on a d'aide. Mais voilà, ça, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile de consacrer du temps. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Et peut-être justement d'y réfléchir dans un cadre plus d'atelier, où ça devient intéressant de disposer les travaux de chacun dans une certaine logique. Ce qu'on avait fait à Toulouse, autour du paysage, à l'école du cinéma de Toulouse. En plus, c'était fait pour un lieu. Là, il y a une tour ronde et chacun avait filmé comme ça une espèce de carte postale de Toulouse et tout marchait en même temps. C'était assez beau. C'était une cacophonie sonore totale, mais c'était très très beau. Voilà, donc il y a des possibles qui effectivement, maintenant, en plus avec Internet, on peut aussi imaginer des réseaux de diffusion, enfin des choses qui n'aiment. Mais moi, je suis maintenant engagé dans ce truc de la production, qu'elle soit pour la salle ou pour le câble, et voilà, on fait des allers-retours comme ça. Et en plus, passer un certain cap, il est vrai que un de mes films qui soit fait pour le câble ou pour la salle, il va peut-être sortir en salle quand même, parce qu'il y a un créneau ou il y a un festival qui va le prendre, donc il va sortir quand même. Voilà, donc j'ai une possibilité, mais c'est une possibilité qu'on n'a pas forcément au départ. C'est un petit peu la chose qui a été conquise par cette génération des cavaliers, etc., c'est de faire que, voilà, on permet plusieurs régimes, mais malgré tout, on a la même attention. Je vois Jaurès, justement, qui est peut-être le film le moins cher que j'ai jamais fait, c'est peut-être celui qui a été le plus vu. Donc en même temps, voilà, ça permet ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile au départ. Alors pour appréhender, tu parlais de voyage et dans l'espace et dans le temps. Je propose un extrait de Leçon de ténèbres, si ça te dit, et tu vas nous expliquer ce qu'était donc ce fameux croissant qu'on a évoqué, enfin les films européens, comme tu les as présentés tout à l'heure, pour montrer un des aspects de ton cinéma, qui concerne aussi bien sûr la première personne, le fait, l'intime et l'universel même, comme tu l'évoquais. Dans les tempes et le front de l'innocent. Deux corps massifs, sans état d'âme ni cruauté particulière. Le corps blanc de l'innocent semble, lui, ne plus réagir qu'à peine. L'expression lasse du visage pourrait passer pour un sourire, un acquiescement presque. Comme ce spectacle t'attire, et comme tu résistes peu à la compassion. Tadeusz t'a rejoint, et vous vous dirigez en silence vers l'acuité noire d'un autre regard. Les soldats figés d'un autre meurtre. Tu aimerais que l'émotion vous rapproche dans une expérience commune, mais loin de là, elle vous sépare un peu plus. Alors que tu observes Tadeusz en arrêt devant le tableau suivant, tu devines que c'est toi qui essaies de comprendre. Mais l'enjeu de la peinture n'a jamais été le partage d'une émotion. C'est de possession qu'il s'agit. Mensenrechtenorganisaties vragen zich af of de Koerdenleider een eerlijk proces zal krijgen. 2 van zijn advocaten hebben zich teruggetrokken omdat ze vrezen voor hun veiligheid. De raadslieden van de PKK-leider worden regelmatig bedreigd.
De advocaten die nog wel actief zijn, hebben geen goed woord over voor de gang van zaken. Ze mogen Öcalan alleen kort bezoeken en in gezelschap van gemaskerde toehoorders. Hun aantekeningen worden door militairen uitgeplozen. Het proces dreigt ook een publiciteitsslag te worden. Betogers tegen Öcalan, die de doodstraf kan krijgen, bereiden zich nu al voor op het proces van maandag. De G8-landen, dat zijn de 7 grootste industrielanden en Rusland, moeten volgens Duitsland en Frankrijk snel bijeenkomen om te praten over Kosovo. En dan vooral over de vermeende bereidheid van president Milosevic het G8-vredesplan over het conflict in Kosovo te aanpakken. Maar de Verenigde Staten hebben terughoudend gereageerd op de ontwikkelingen. Zij willen juist de luchtaanvallen verhevigen. Op dag 67 van de operatie Allied Force bestookte de NAVO vooral doelen in Kosovo. Ook Pristina kwam weer onder vuur te liggen. De verwoestingen die in de hoofdstad van Kosovo zijn aangericht zijn enorm. Ondanks de voortdurende dreiging van de luchtaanvallen zijn de straten van Pristina allesbehalve leeg. De spanning aan de grens tussen Kosovo en Albanië loopt steeds verder op. De NAVO bombardeerde vandaag opnieuw Servische stellingen. De Serviërs hebben zich vlak over de grens aan Kosovaarse zijde verschanst. De vluchtelingenkampen in Noord-Albanië liggen daardoor binnen bereik van de Servische artillerie. De NAVO begon daarom vandaag met het overplaatsen van vluchtelingen van Noord naar het veiligere Zuid-Albanië. Volgens de NAVO zijn door... Mettre dans l'ombre. Alors, comment naît ce projet de Leçon de ténèbres? Donc, ça part de l'Italie, c'est pour ça aussi qu'on va parler géographie là, par rapport au film européen que tu évoquais. Comment se dessine le projet? Et là, ce rapport au Caravage, à la peinture, très concrètement. Et puis il y a ce jeu, là, c'est pour ça que j'ai laissé cet extrait filer, puisqu'il y a ce jeu avec les mandarines, où tu es en Super 8, je pense, à ce moment-là. Ouais, tout est... les grands paysages sont en 35, mais là, on a vu que le mur de briques au début. Le banc-titre est en 35 aussi, les tableaux. Et le reste, c'est Super 8 et vidéo. Ouais. Il y avait déjà le début, c'était encore des assez grosses caméras, mais c'était déjà beaucoup plus facile que la pellicule. Mais à Utrecht, donc oui, le film est assez européen, puisqu'en fait, oui, il commence en Hollande, là, vous le voyez, donc à Utrecht, parce que, une nouvelle fois, parce que c'est pas un film autour du Caravage, c'est vraiment un film autour du mouvement caravagesque. Donc là, dans toute cette partie-là, il n'y a pas un seul tableau du Caravage, c'est que ce qu'on a appelé les Caravagesques d'Utrecht. C'est-à-dire que pendant, on va dire, une trentaine d'années, une vingtaine d'années, Rome et Naples sont devenus un peu comme Montparnasse dans les années 20. Quoi. Les gens sont venus voir, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'y aller voir les tableaux du Caravage, qui était vraiment quelque chose de très nouveau. Et donc, il y avait ce mouvement de Hollande vers Naples et ensuite la fin à Rome, puis c'est quand même à Rome qu'il a
terminait sa vie, enfin à la plage juste à côté, et puis où il a fait ses plus grosses œuvres. C'est là que les gens, en plus parce que au début du XVIIe siècle, c'est la contre-réforme, le baroque. Donc il y a un nombre de commandes aussi, les Caravagesques qui venaient aussi pour travailler, apprendre, voir les tableaux du Caravage et vendre aussi. Donc il y avait une espèce d'aimant comme ça qui était un grand mouvement européen, parce qu'il y en a beaucoup qui venaient de France aussi, hein, Latour, tous les Caravagesques du Sud, de Toulouse, tout ça, ils sont passés par Rome pour aller voir les œuvres du Caravage et souvent... voilà, ce qu'ils ont en commun beaucoup, c'est ce réalisme qu'il n'y avait pas dans les tableaux d'avant. Vous savez, il y avait deux écoles. Il y avait les Bolognais, où il y avait toujours Jésus en grande tenue, avec un petit coup de vent, une auréole et tout ça. Et l'autre version, Caravagesque, qui le montre avec les pieds sales, en haillons, les gens habillés comme dans la Rome de l'époque. Très étrange, quoi. La mort de la Vierge, c'est un cadavre tout gonflé, un peu vert, si vous allez la voir au Louvre. Hein. Donc voilà, il y avait des enjeux très forts, mais qui ont fait que beaucoup de gens en Europe sont venus voir, et puis... cette idée de la nuit, c'est-à-dire de quelque chose qui est arraché à l'obscurité. Donc, reprenant cette idée du voyage en Europe, de la rencontre avec le Caravage, de la nuit, voilà, au départ, alors ça c'est parce que c'était le deuxième film, donc j'avais assez peu d'expérience, mais j'ai essayé de le vendre comme un film sur la peinture. Et évidemment, ça a plus ou moins bien marché, mais comme voilà, on avait eu une petite aide de la Belgique et puis de la Normandie, donc on a décidé de le faire comme je le voyais, c'est-à-dire un film où ces nuits du Caravage et ces nuits caravagesques envahissent tout le film. Pour ça, d'où le Super 8, l'espèce d'homme à la torche comme il y a dans les tableaux du Caravage qui vient éclairer des scènes comme ça tournées en Super 8. Tout est donc tourné la nuit. Et voilà, et on fait ce grand voyage qui correspond aussi à des étapes. Il y a 3 leçons, comme dans les leçons de ténèbres, ça s'appelle comme ça. Et donc la première leçon, vous venez d'en voir un bout, c'est en Hollande. Et c'est une espèce de paroxysme aussi d'une liaison qui se défait, qui se passe mal, etc. Ensuite, on part à Naples. Et entre deux, déjà, il y a un philosophe qui parle, qui est pas vraiment philosophe, on va dire, penseur de l'art, et penseur du queer surtout. C'est ce Léo Bersani, c'est lui qui a inventé la notion de queer et de repenser l'identité, justement. Et c'était intéressant parce qu'il parlait aussi du Caravage dans son livre. Et donc, comme il était à Paris et tout ça, ça s'est fait une nouvelle fois un peu au pif. Parce que j'avais fait plein d'interviews dans l'idée de ce film autour du Caravage. J'allais voir des conservateurs du Louvre, qui avaient tous un discours, d'ailleurs très érudit, très intelligent sur les tableaux, mais qui ne traduisaient pas ce que moi j'y voyais. C'est ce problème de la nuit, de l'urbain, de tout ça qui... bon, tout ça a fini à la poubelle, mais il est resté cet entretien avec Léo Bersani qui rythme entre les leçons, comme ça. Et donc, voilà, là aussi, le film est fait un peu de bric et de broc. Il y a beaucoup de choses qui sont... En plus, on ne l'a pas tourné du tout dans l'ordre. Tout s'est fait un peu sur 2 ans, 2 ans et demi. Donc voilà, après, il a fallu recoller les morceaux... lier tout ça, j'ai cherché une musique qui pourrait accompagner comme ça, quelque chose de très lyrique, qui sont les premières formes d'opéra, hein, qui sont à peu près de la même époque, 1630 par là. Et voilà, de donner une tension, et puis aussi de cette idée de se filmer comme ça, ou de se laisser filmer un peu de la nuit, d'arracher ces choses. Il y a un moment aussi sous la douche où, évidemment, ça évoque un peu les tableaux. On dirait le baptême du Christ. Il y a l'eau qui tombe comme ça. Il y a des références. Parfois, d'ailleurs, je suis très surpris parce que personne n'a jamais réagi, mais il y a des scènes comme ça qui enchaînent sur une flagellation ou une crucifixion. Et comme c'est la nuit, tous les chats sont gris, je puis dire, il n'y a aucune idée forcément de provocation, je sais pas quoi. Je trouve que le film est assez
pas religieux, mais assez mystique aussi, dans cette nuit, dans cette lumière. Et finalement, voilà, c'est aussi une réflexion, un petit peu comme le voyage d'hiver, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette émotion dans le monde contemporain ? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces nuits ? Est-ce qu'on les renvoie justement au musée, à la propriété privée ? C'est-à-dire, j'achète le tableau, c'est ce que je dis à un moment. C'est vrai que la peinture, c'est pas tellement... c'est difficile dans un musée. On voit bien au Louvre, tout le monde qui se met devant la Joconde, l'émotion... En fait, tout le monde a un rêve, c'est de la piquer et de la voir à soi. C'est ça l'objet d'art. Et donc, évidemment, le cinéma propose une autre possibilité, mais en rapport... C'est ce que j'aimais beaucoup, là, on ne l'a pas vu, mais dans la séquence napolitaine, c'est qu'à ce moment-là, à la fin des années 90... le Caravage n'était pas encore, en tout cas le caravagisme n'était pas encore très à la mode. Donc il fallait aller un petit peu dans des musées un peu pourris, un peu, voilà, où il y a un vieux monsieur qui vous ouvre la porte en oh là là, et on découvrait les tableaux un peu comme ça. La chapelle de la Miséricorde, je me souviens, il y avait encore un ring de boxe au milieu, donc ça servait de salle de sport. Alors qu'il y avait quand même 2 Caravages et puis 2... Battistello juste à côté, et c'était voilà, ça, en même temps, ça leur donnait justement cette idée que ça puisse circuler comme ça dans les rues et tout, et appartenir à tous. C'était très, très fort à Naples, cette richesse sociale comme ça qu'amène l'art, et qui me plaisait beaucoup. Alors évidemment, à Rome, c'est encore autre chose, qu'il y a déjà, le tourisme était déjà beaucoup plus dans la gestion berlusconienne du patrimoine. C'est un peu les Thénardier de leur propre art, hein, les Italiens maintenant, enfin parfois, mais dans le sud, moins. Et donc voilà, tout ça, ça a donné une espèce d'errance qui est liée aussi à mon passé de toxicomane, etc. Tout se mélangeait un petit peu dans des réminiscences, et c'est pour ça que ça se termine à Rome d'ailleurs, qui là aussi est là où le Caravage termine sa vie aussi. Donc il y a une espèce, là encore, c'est un documentaire, mais c'est vrai que la dernière image, c'est moi... mort, enfin plus ou moins gisant en tout cas, mort au film, comme je dis, c'est là que c'est un petit peu une nuance où malgré tout il y a beaucoup de fiction dans tout ça. Voilà, il y a quand même, enfin pas de la fiction, mais il y a de la simulation, il y a des choses qui sont jouées. On savait très bien qu'on était filmé, il y a quelqu'un qui nous tourne autour avec une lampe, donc on n'est pas dans le... Voilà, on est dans un domaine où on sait très bien ce qu'on est en train de faire, mais est-ce qu'on joue ? Est-ce que... Voilà. C'est ça le contrat de croyance, une nouvelle fois, il est très, très ténu dans ce film. Parce que là aussi, on voit la caméra parfois. Vous avez vu, il y a un plan de coupe, on entend le téléphone sonner, je regarde si ça marche bien. Enfin, on est vraiment toujours dans le film qui épelle tout le temps, qui égrène ses propres moyens. Je me demandais par rapport donc, à ce film, à mon voyage d'hiver aussi en particulier, puisque tu évoques des années, en tout cas des moments de toxicomanie en particulier, donc quasiment de dilution de soi, quoi, enfin quelque chose de perte de soi, et puis tu finis en gisant à l'héroïne, hein, à la fin de Le Sang de Ténèbres. Je me demandais si ces films étaient, et ces voyages, ces traversées, et y compris dans mon voyage d'hiver avec ton filleul, accompagné donc, et avec ton équipe, a fortiori, si c'était une façon de recomposer quelque chose pour toi. Est-ce que toi, tu admets d'ailleurs ce discours, cette possibilité du discours de parler de toi au-delà du film d'ailleurs, parce que le film parle de toi, indéniablement. Mais est-ce que c'est une façon pour toi de recomposer des choses ? Parce que tu nous as fait, tu vois, un éventail biographique au début, et puis finalement, tu es passé très vite sur ces années de dilution, c'est les années 80, hein, je pense, concrètement. Et est-ce que les années 90 et les films en particulier que tu as fait à ce moment-là t'ont permis de raccorder quelque chose ? Certainement. En tout cas, alors après, il y a quelque chose qui se produit, et je m'en rends de plus en plus compte maintenant, c'est que la vie privée et la vie artistique sont beaucoup plus entremêlées. C'est-à-dire que, puisque mon travail, c'est de raconter ma vie, dans une certaine mesure, voilà, il y a une difficulté maintenant, surtout que maintenant j'ai compris justement qu'il fallait ouvrir de nouveaux domaines, parce qu'il y a un moment où on n'arrive plus à
à savoir quand est-ce que commence le film et quand est-ce que ça fait film. C'est un petit peu comme dit Alain Cavalier, parce que lui il filme tous les jours. Et puis il y a un moment où voilà, il va prendre ça, puis ça va prendre et ça fait un film. Moi, j'ai un peu le même souci, d'autant que j'essaye d'être assez juste dans la peinture de ma vie, mais souvent, les voyages, les rencontres, elles se font à l'occasion de tournages ou de festivals. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'engrange. C'est pour ça que j'ai été amené aussi à rencontrer des acteurs ou des gens comme ça qui finissent par me renvoyer la fiction dans cette propre vie. Et je pense que Internet et tout a encore... changer les choses. Puis ce projet à Los Angeles, c'est aussi quelqu'un que je retrouve sur Facebook, comme ça, qui provoque la possibilité d'un film. Et après, justement, il y a forcément des nuances. Je vois déjà dans le corps qui change. C'était il y a quelques années. Je ne sais plus si maintenant je referais à quelque chose comme ça, aussi proche du corps. Mais en même temps, voilà, il faut quand même garder ce point de vue extrêmement personnel. Et je pense que cette idée de... pas le mot de sincérité, parce que ça veut rien dire, on a vu, c'est très fabriqué et tout ça, mais d'être dans une pertinence presque éthique par rapport à mon travail qui reste très voilà, qui reste ce point justement d'équilibre entre la chambre et le monde, où voilà, le film peut exister sans que ce soit un déballage, justement, au sens télé-réalité, comme je le montrais dans ce film de groupe à Rennes, et puis sans être non plus dans la forme pure, dans une espèce d'abstraction, d'une radicalité un peu chic, etc. Donc il faut qu'il y ait un point d'équilibre, qui est celui où est le public d'ailleurs, c'est ça, parce qu'il ne veut pas non plus voir un film comme les autres, mais il ne veut pas non plus être dans une galerie pour Happy Few. Voilà, donc il faut être... et c'est cette position qui est assez difficile à tenir maintenant, où on est très sommé ou au radical chic ou au film de flux, quoi. Il y a un peu une chose à trouver, parce que là aussi, je me refuse à faire un cinéma complètement fermé sur la communauté gay ou sur les addicts ou sur les Italiens, etc. Je veux vraiment que ce soit toujours des choses un peu comme le projet de la Révolution, quelque chose soit quand même universel, c'est valable pour tout le monde. Et souvent, justement, que ce soit le public féminin, etc., je suis toujours très content de voir que ça va hors de la cible. Et souvent, le marché voudrait t'amener vers ça, à garder ta petite niche. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a de ça aussi au niveau des productions? Parce que, puisqu'on évoquait les films européens, tu parles donc, en effet de la Hollande, l'Italie, l'Allemagne, donc avec Mon voyage d'hiver. Et ce projet qu'il y avait, j'aimerais que tu nous en parles, parce que je pense que c'est un vieux projet. À mon avis, oui. C'est pas achevé dans ta tête, c'est que je pense que... Est-ce qu'il y a encore impossible par rapport à ça? C'était en Angleterre, en l'occurrence? Oui, ça s'appelait Flow My Tears, et c'était une espèce de chagrin d'avoir perdu une Angleterre que j'aimais beaucoup, mais tout le monde m'a dit, mais non, l'Angleterre, ils sont très bien, ils sont en Europe, tout va bien. Bon, on voit que finalement, j'avais pas complètement tort. Mais non, le sentiment que... Parce que justement, ces années de désintoxication, tout ça, je les ai passées en Angleterre. Donc j'ai vraiment eu une reconnaissance pour la tolérance anglaise, la façon dont on m'a tiré de là très généreusement, etc. Et je me suis dit, voilà, je vais retourner en Angleterre. Et j'ai trouvé un Londres complètement différent, un Londres où tu respires, tu payes, quoi. Il y avait ce truc, il fallait payer pour rentrer dans Londres déjà, 7 pounds. Tout était devenu... il y avait ces pâtés de maisons entiers qui avaient été achetés par des émirs, des quartiers complètement fermés. Vous imaginez, tout un bout d'Amiens fermé, les volets fermés, tout ça, il n'y a personne qui y habite, c'est juste l'investissement, plein cœur de la ville. Ben voilà, il y avait toutes ces choses, la télésurveillance partout, les prix inabordables, enfin vraiment, et même les amis de Londres qui quittaient Londres, parce que ça devenait complètement fou. Et donc, évidemment, c'est Londres, c'est pas toute l'Angleterre, mais voilà, j'avais ce sentiment d'arriver d'un pays du tiers-monde, en fait. Quand j'arrivais à Londres, j'avais l'impression d'être complètement incroyable, et que justement, ce que j'avais aimé dans l'Angleterre était en train de s'effriter ou de partir ailleurs.
Et voilà, donc l'idée, c'était un voyage comme ça. Et déjà, c'est un peu ce que j'ai repris dans Orlando, mais il y avait des scènes nettes d'une pièce que j'avais écrite, qui était un peu une parodie de Shakespeare, une parodie du Songe d'une nuit d'été, où tout le monde des fées, le roi des fées, Oberon, Titania, c'était devenu des traders, justement. Et c'est eux qui connectaient les gens sur les réseaux pour les rencontres, etc. Et voilà, donc c'était un jeu un peu théâtre ou réalité, et la pièce était en anglais, on l'avait écrite, j'avais trouvé une troupe d'acteurs formidables, Forced Entertainment, qui était prêt à la jouer, et puis est venue l'avance sur recette, et on l'a déposé, on a eu droit à 4 dépôts, à chaque fois on a été jusqu'au bout, et j'ai appris après qu'en fait le directeur, celui qui était président de l'avance sur recette avait dit que je ne l'aurais pas. Voilà. Il avait beau, à chaque fois, les gens avaient beau lui dire et tout, 4 fois quand même. Il était... voilà. Et donc, du coup, comme en plus la sauce avait monté, parce qu'il y avait quand même Vanessa Redgrave, Pete Doherty, enfin, vraiment tout le monde avait dit oui, hein, c'était bon. Mais bon, voilà. Donc il reste un petit teaser, justement, et puis le texte du scénario qui est très très beau, en anglais et en français, une nouvelle fois, plusieurs langues mélangées. Mais voilà, et puis 6-7 ans après, voilà, on me dit Angleterre a voté le Brexit. Je dis, voilà. Je me doutais bien de quelque chose. Et là, le projet tel qu'il était ne peut plus être du tout considéré, justement depuis le Brexit. Et dans ton esprit, je veux dire, tu ne veux pas forcer ça, justement? Bah si, parce qu'il reste quand même l'idée de revenir dans ce lieu où j'ai habité quand même presque un an, qui n'était pas à Londres d'ailleurs, qui était vraiment près de Bristol, là, dans la Cambrousse, et d'y revenir. Donc ça, je le ferai peut-être un jour, mais là, c'était un moment, en plus, c'était le moment de... Voilà, il y avait une espèce quand même de triomphe du néolibéralisme à Londres extrêmement fort. C'est le moment où ils ont créé les docks et tout ça, qui étaient des quartiers abandonnés, des quartiers pauvres, ça qui sont devenus des choses... Voilà, il y a eu un pétage de plomb total à ce moment-là d'une ville qui se gorge d'elle-même, qui s'est presque séparée du monde, quoi. Il y avait quelque chose et même du reste de l'Angleterre, je pense, mais qui maintenant est parti lui-même en déconfiture. Donc je pense qu'il n'a pas besoin d'être dénoncé maintenant. Mais bon, ce qui était amusant, c'était le mélange avec Shakespeare, avec la langue, avec le Puck, justement, qui est le roi des lutins, qui devait être Pete Doherty, qui était encore un beau jeune homme complètement déluré. Il y avait cette troupe de... Non, il y avait vraiment des belles choses, mais bon... Voilà, ça s'est pas fait. Là, peut-être justement, si j'avais déjà travaillé avec mon producteur, on en aurait fait autre chose. Une version, justement, comme on a fait pour Berlin Bay, ça marche. Mais là, c'était production de cinéma traditionnel où c'est 1 million d'euros ou rien. Il n'y a pas de milieu. Et je rebondis à cause de la langue anglaise, mais sur ton projet actuel à Los Angeles, là. Qu'en est-il ? Ça, on parlera demain, le teaser, mais bon. Ouais. Bah, tu peux juste dire de quoi il s'agit et comment tu le... Justement, c'est un petit peu cette idée d'Internet, de la mémoire et tout ça, parce que ça, c'est vrai, j'ai retrouvé sur Internet quelqu'un que j'ai connu il y a, on va dire 40 ans, ce qui est vrai, et qui donc maintenant n'est plus un trentenaire grec fringant, mais un septuagénaire californien en chemise Hawaï et tout ça, mais assez drôle et tout, qui se retrouve sur Internet. Il me dit, mais maintenant je vis à Los Angeles, t'as qu'à venir me voir, etc. Donc j'y suis allé, et après justement, où commence le film, ou la fiction ou pas, je ne sais pas encore, mais on va être obligé de refaire tout ça, et peut-être justement de lui donner un sens un petit peu différent de ce que ça a été. Mais en même temps, en plus, voilà, Los Angeles, la ville du cinéma, une machine de fiction aussi. Ça a plein de choses que ça trimballe. Et la découverte donc de la poésie américaine, qui va être le contre-champ, puisque c'est le seul art aux États-Unis extrêmement vivant et fort, et qui en même temps ne dépendent pas de l'argent privé, comme tout l'art aux États-Unis. A fortiori le cinéma, où il faut vraiment énormément de sous. Donc voilà, c'est une espèce de refuge comme ça, dans un petit cabaret de poésie le soir, et puis la journée, l'errance dans
Los Angeles, avec cette rencontre un peu bizarre, ces retrouvailles un peu étranges sous les palmiers. Est-ce que tu peux choisir un extrait de l'exercice d'admiration 4, parce que j'aimerais qu'on parle des exercices d'admiration. J'ai chargé le Rossellini. Bon, on va mettre... Qui sont en effet... alors, précisons quand même que c'est pas programmatique chez toi, c'est-à-dire que tu as commencé par les rencontres d'Alba, je crois, hein, avec... oui, les accords d'Alba. Les accords d'Alba, comme tu l'as intitulé, avec Naomi Kawase. Et puis, mais au début, à ce moment-là, tu ne savais pas que tu allais faire une série en soi d'exercices d'admiration, j'imagine. Non, ça s'est fait un peu a posteriori. Je mets ce passage pour ceux qui ont vu le film, vous reconnaîtrez c'est le même cadre. Ouais. Tout ça, le voyage en Italie aussi. Et donc oui, c'est un peu a posteriori. J'avais rencontré Naomi Kawase. C'est vrai que quand j'ai vu ses premiers films, c'est dans un petit camion. Ouais, ça devait être en 2001. Tout début 2000, il y avait sa première rétrospective, mais alors c'était les films qu'elle avait fait presque adolescente, quoi, avec sa petite caméra super vite et tout, c'était incroyable. Et alors, maintenant, je ne sais pas si je referais le même film avec la Naomi que je vois maintenant, qui est beaucoup plus retors, d'ailleurs peut-être avec raison, mais ça y va, maintenant c'est très très agressive dans tous les sens, au niveau commercial, Cannes, machin, elle arrive avec une armada, que des filles d'ailleurs, c'est assez drôle, je connais très très comme ça. Et moi, pour moi, elle est un peu en boucle. Maintenant, c'est-à-dire qu'elle refait un peu éternellement le même film, parfois avec des relents un peu nostalgiques d'un Japon éternel, je trouve un peu bizarre. Mais les premiers films, c'était un enchantement. Et bon, elle est plus jeune que moi, et je trouvais que, pour une fois, moi qui me méfie beaucoup de l'exotisme, c'est-à-dire d'aimer quelque chose parce que ça vient de loin et que ça parle des langues pas possibles et tout ça. Là, j'avais l'impression que c'était ma petite sœur, quoi. Vraiment, j'étais proche, alors qu'on ne se comprend pas. Et justement, on le voit dans le film. Il y a tout un truc, quelqu'un qui traduit en italien, qui retraduit en français, que je retraduis en japonais. Enfin, c'est un truc de fou. Et voilà, donc c'était ce mystère comme ça, de cette proximité avec quelque chose qui a priori était aussi loin de moi. Et donc voilà, et après, je me suis dit, mais oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi un dispositif, elle m'a donné à l'époque c'était des VHS, avec les rushs de ces films justement d'enfance, elle m'a dit, bah, prends des petits bouts et remonte ce que tu veux, donc j'ai fait comme ça, j'ai mis des petits bouts de ces films, et en même temps c'est l'Italie, parce que c'était dans un festival en Italie. Donc voilà, ça joue beaucoup sur les langues, les choses, et c'était le premier. Après, je me suis dit, bah, c'est EA1, et j'ai fait EA2 autour de Jean Eustache. Oui, pour certains d'entre eux. Et après, il y a EA3, donc autour de la voie humaine de Cocteau, qui existe, mais que je ne peux pas montrer. Enfin, on peut aller sur un site internet, le voir, enfin voilà. Officiellement, il n'existe pas, même si Pierre Berger est mort. Ah oui, pardon. J'oubliais complètement. Et voilà, donc EA3, la voix humaine de Cocteau, donc dit par Jacques Nolot, qui devient cette femme hystérique de la voix humaine. Alors lui parle comme ça, je t'aime. C'est un très beau décalage comme ça qui allait très bien. Et puis le 4, voilà, c'est donc là aussi dans ma mémoire. Comme j'ai souvent été à Naples, que ce soit pour le premier film, et ensuite, là encore, hasard, un ami qui est nommé consul à Naples, donc voilà, qui me dit, bah, viens, tu peux faire ça, tu auras le temps de... Ah, j'avais une chambre et tout, donc parfait. Et puis, comme souvent, cette idée un peu dingue, il y a quelqu'un qui l'a repris au vol, justement, Ciné Plus, Bruno Deloy, qui dit, bah, c'est très bien, comme ça, on projettera le film de Rossellini, Le voyage Viaggio in Italia, et puis après, on mettra ton hommage, enfin ton exercice d'admiration. Et donc, voilà, ça me paraissait intéressant que les deux soient montrés ensemble. Alors évidemment, là, on ne peut pas montrer les deux, mais il y en a qui ont vu le film ou pas? Voyage en Italie. Bon, voilà. Donc je pense que vous allez pouvoir... C'est un peu difficile, sinon, si on n'a pas vu le modèle, c'est ce que je reprochais un peu à Berlin, ils ont voulu montrer le film. J'aurais dit, mais oui, mais il faudrait qu'il y ait au moins une projection
du modèle avant tout ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est le problème de l'exercice d'admiration. C'est qu'il faut avoir une idée sur qui est Alain Cavalier, qui est avant. Seems that everybody in the city is sleeping. Like it's the middle of the night. The sun feels amazing. Why don't you lay down a minute? I enter your museums through the smallest cracks in the stones. That keeps you feeling comfortable and elegant. No more art, no more culture. Remember Stephen? Stephen who? Stephen Cohen. Cohen? He died 2 years ago. And you just found out? I heard when it happened. Cohen. I'm afraid it doesn't ring a bell. How would we know him? We met him at a party, the Vivian Westwood party, in London, at the ICA. Was he a collector or corporate lawyer? Stephen was a poet. He wrote. He was intelligent, tall, thin, real pale. I see. He was very talented and creative. I think he came here for detox with Nan, nearby Positano. I think now I remember him. He was that guy that was coughing without control during the show of DV8. He had to leave the auditorium. He was positive since the beginning of the epidemic. That guy tuned me into something. What? That you learn more from a man by the way he's coughing than by the way he's speaking. And what did his cough say? That he was a loser. Stephen was not a loser. He was a real poet. It's the same thing. His poems were beautiful. Oh, in that case, I'll have to order his books off Amazon. You won't find any. He was young. He didn't have any contact. Nothing ever got published. So how do you know then? He sent me email. I printed them out. I read his blog. In my dreams, I crawl across freshly restored temples, past statues, masterpieces and columns. No more art, no more culture. I will wake you up and welcome you to your bad dreams. I think he was in Italy when he wrote that. I never realized that you were so close. I knew him way before I met you. Were you in love with him? No. We fucked a few times. We got along well. Saw him a lot in Paris. Je suis en train de préparer un film que moi j'appelle Exercice d'admiration autour du cinéma de Roberto Rossellini, et particulièrement d'un film qui s'appelle Voyage en Italie, Viaggio in Italia. Et quand je veux vraiment me colter à un projet comme ça, je ne suis pas en mesure, moi, de savoir à quel point on peut se réemparer d'une œuvre, la réinvestir. Qu'est-ce qui en constitue l'essence légale?
Vaste chantier, vaste consultation. Si je puis me permettre, Vincent, il y a beaucoup de questions juridiques qui sont à la fois très classiques et en même temps, les réponses ne vont pas te satisfaire au sens de la liberté artistique. Notamment quand tu parles de droit de remake, c'est un droit que je sens bien dans ce que tu appelles toi droit de remake, c'est-à-dire l'hommage qui consiste à repartir sur les traces d'eux, à faire des clins d'œil, à reprendre, à s'approprier un univers, des personnages, un décor, une situation, peu importe. Et malheureusement, le droit de remake, c'est quelque chose qu'on vend dans les contrats. Ce remake, il n'est pas fait en hommage, il n'est pas fait dans la même intention que toi par rapport au voyage en Italie à Rossellini. Il est fait à partir d'un contrat dans lequel le producteur de départ s'est garder le droit de faire un remake du film pour lequel il a embauché un réalisateur, et ce droit, il le revend. Donc c'est un droit qui existe, mais qui est très, très, très encadré et surtout très commercialisé. C'est peut-être la partie du cinéma qui est, Dieu sait si c'est un monde d'argent le cinéma, mais qui là est la plus monétarisée. Alors ça, c'est le remake en tant que tel. The couple is allowed to simply sit, and we hear the car and the road dubbed in a realistic fashion. De toute façon, pour ce projet, je pense qu'il faut tout adapter, que ce soit le coût, la conscience de classe, le tourisme, Pompéi, etc. Tout a radicalement changé. Donc mon idée de reprendre le Viaggio in Italia, c'est remettre en jeu ce film dans le contexte du dopo storia dont parle Pasolini, qui n'est pas justement la fameuse fin de l'histoire, mais plutôt la difficulté que nous avons maintenant à nous inscrire dans une continuité historique. Alors que pour Rossellini, il y a toujours l'inscription du film dans une lecture historique du monde. Allô? Yes, Simon. Yeah, wait a minute. Alex, can I take your iPad? I want to visit the museum. And I may use Google Maps and film a little. It's okay. Only take care. You know how important this thing is to me. Are you going to the museum or to the sauna? You sure are in a rush. I could take my iPhone. But it's pretty slow and it's going to cost me an arm and a leg. I told you I don't need it. I'm stuck here anyway, waiting for these people from Torino who want to buy the palazzo. If only you could stick around to help me out with all this crap. How so? You could go after the meeting, that's all. But it would be too late. The Museo Nazionale closed at 4 something and I really want to visit the whole thing. So we don't have lunch together? I already grabbed a sandwich. Listen, I'm running late. Is it the famous museum of your little ex, Mr. Bad Dreams? Look at the crap. Arrogant bastard. Asshole. Fuck. Ça, c'est des images du voyage en Italie. Que tout est fait vu de la voiture. Tout est vu de la voiture. Donc j'ai repris vraiment la structure, la scène du balcon, enfin de la terrasse. C'est vraiment, évidemment, tout est changé puisque c'est 2 hommes. Le poète, c'est un poète contemporain. Donc tout est remis à aujourd'hui, mais c'est le même rapport un peu de difficulté de communiquer entre les deux qui est à l'œuvre avec ce côté très linéaire du remake et ensuite cette discussion sur la légitimité du remake avec maître Emmanuel Pierrat, donc un peu le spécialiste de ça, des abus des ayants droit, mais en l'occurrence dans le cinéma c'est autre chose. Alors après, il faut voir tout se met en parallèle, voilà, ce projet un peu fou de faire un remake, le remake lui-même, en tout cas ce qu'il en reste, avec beaucoup de jeux sur la forme, puisque le film est donc en format carré comme 1,33 comme Le Voyage en Italie, en version originale anglaise comme Le Voyage en Italie, puisque ni l'un ni l'autre ne parlait italien. Donc la version italienne, elle est
post-synchronisé. Donc ça, on est beaucoup plus proche de la réalité. Et aussi, donc, le noir et blanc. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, le noir et blanc, c'est un effet comme un autre sur la caméra numérique. Donc vous verrez, dans le film, il y a des jeux comme ça, il y a des petites choses. Dès qu'on voit un écran, il est en couleur. C'est-à-dire que l'écran de télévision amène la couleur dans un monde noir et blanc. Enfin, j'ai fait tout un jeu comme ça. Il y a un jeu aussi sur le droit à l'image, puisque tous les plans que tourne Rossellini, etc., sont des plans documentaires. Donc normalement, maintenant, si ça sort en salle, il faudrait demander l'autorisation à chaque personne. Personne ne le fait, mais c'est un peu comme ça. Et donc, moi, à certains moments, je floute certains visages. Alors, on ne sait pas trop si c'est eux qui l'ont demandé ou je ne sais pas quoi. Et j'utilise aussi des images d'Internet, de crimes de la Camorra, enfin de choses qui se passent à Naples assez quotidiennement et qui ne sont pas du tout le même environnement que cette Naples un peu pauvre et sympathique, qui est celle et très belle surtout, qui est celle du film de Rossellini, puisqu'aujourd'hui Naples c'est aussi très gangréné par la pollution, par la mafia, par la Camorra, par la drogue, la crise des ordures qui était en plein milieu. Hein, on a tourné, c'était à peine fini, ça sentait encore les poubelles tout autour. Il y a Internet, le fait de chercher Voyage en Italie sur Internet, le film qui est disponible, enfin tout ça, cette histoire de légitimité. Et donc à la fin, voilà, il y a une espèce à la fois à la fin du drame, qui est plutôt un happy end d'ailleurs, de Voyage en Italie, et puis un paroxysme d'information avec des bagarres d'un match. C'est plus du tout des processions religieuses, hein, c'est des bastons de tifosi à la sortie d'un match Naples-Milan, on va dire quelque chose comme ça. Et voilà, donc tout est un peu décalé et en même temps ce n'est pas un remake, c'est une espèce de tentative d'épuisement d'une idée folle qui est celle de refaire ce film et d'essayer de comprendre pourquoi il m'a tellement marqué enfant. Voilà, parce que là aussi j'ai dû le voir au ciné-club assez tôt comme ça et c'est vraiment, j'en ai vu des films italiens beaucoup et tout, et celui-là il y avait toujours cette idée comme ça du coup peut-être ça me faisait penser à mes parents aussi, qui étaient un peu distants comme ça entre eux, où je sentais qu'il y avait des tensions. Peu importe, on ne va pas faire de psychanalyse, mais ce film m'avait beaucoup marqué. Et donc là, j'ai eu l'occasion de le faire, tout le monde a joué le jeu, et c'était assez drôle, voilà, de s'imaginer en Ingrid Bergman, ce qui était quand même l'un des grands rêves de ma vie. Est-ce que le fait de questionner sur le remake en particulier vient de ce semi-échec lié au Cocteau juste avant, à l'exercice d'admiration? Bien sûr, ça a à voir, parce que j'étais très frustré qu'on m'annonce que quelqu'un pouvait dire oui ou non à mon idée. Donc là, je me suis dit, il faut prendre les devants. Et il y a eu aussi le fait, alors là, c'est encore copinage & co, mais le fait que Eva Truffaut est la filleule de Roberto Rossellini, donc elles se connaissent très bien avec Isabella Rossellini, donc évidemment pas de problème, quoi, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on n'ira pas lui chercher des noises. Donc j'avais un peu le blanc-seing, comme par rapport à Jean Eustache, le fait que Françoise Lebrun dit écoute, si j'ai envie que tu reprennes ce monologue, tu le reprends, c'est quand même moi qui décide. Et donc voilà, c'était un peu justement de passer par l'affect et pas par le légal, de dire forcément. Et c'est ce qu'il dit un petit peu à la fin, il dit de toute façon, on sent tellement que tu fais ça par amour de ce film que personne va aller te dire, là aussi, vous vous faites mousser, vous recréez de la valeur à partir de quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est un peu difficile d'apprécier ce film si on n'a pas vu Le Voyage en Italie, parce que toutes les petites nuances que je mets, les petits rapprochements, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très très proches du modèle, voilà, tout ce jeu-là, il échappe un petit peu. C'est la limite aussi de ce type de film. Il ne faut pas que ça devienne non plus... Voilà, il faut toujours que ce soit à l'intérieur, justement, là, comme on avait fait ici. Tu vois, il y a Alain Cavalier qui vient, et moi, je montre ça à l'intérieur de ces films. Là, on le comprend. Alors, bon, peut-être Cavalier, c'est un peu différent, parce qu'il est vraiment... ça peut donner envie d'aller voir ces films, même si on ne les connaît pas. Mais malgré tout, ce n'est pas un film de présentation de son travail. C'est vraiment quelque chose comme un objet parallèle où je me mets presque à sa place pendant un moment. Et voilà, là, c'est un petit peu la même chose. Je me la joue, Ingrid Bergman, pendant un moment. Et en plus, voilà, c'est aussi une façon de voir dans tout ce qui a changé,
notamment la muséologie. Là, on voit, elle visite les trucs, il n'y a pas un chat, il y a des guides qui lui montrent les trucs comme ça. Maintenant, tout est archi-organisé, il y a des baraques de souvenirs partout. Enfin voilà, tout a tellement changé que ça serait absurde de vouloir faire un remake. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la limite de cette possibilité obsessionnelle, qui est un peu ce qui se passait dans EA2 aussi, parce que ce monologue, il prend une autre... Mais de voir s'il y a une émotion qui survit, enfin quelque chose qui arrive à passer jusqu'à aujourd'hui. Et ça, bon, c'est pas à moi de dire, mais ça peut... En tout cas, en le faisant, moi, j'étais très ému à certains moments. Est-ce que ça aurait à voir avec l'exercice critique, une certaine façon d'écrire sur les films pour faire revivre quelque chose? Tu vas te réapproprier le film à travers une écriture. Donc là, c'est autre chose que toi, c'est filmé en plus ici. Enfin, tu réécris, tu filmes. Mais est-ce que ça a quelque chose de commun dans ton esprit quand toi aussi tu écris, que tu fais de la critique de films, en tout cas que tu écris sur les films? En tout cas, oui, quand c'est des critiques positives de gens que... Et d'ailleurs, c'est les 3/4 du temps, c'est comme ça. Hein, je n'écris que si j'ai le sentiment que je peux amener quelque chose. Et souvent, c'est pas lié à forcément un objet cinéphilique. C'est effectivement lié aussi à des personnes... Voilà, aussi l'idée de défendre certaines œuvres par rapport à d'autres, de dire que peut-être que ça va aider et tout ça. Après, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, parce que là encore, dans l'idée de l'exercice d'admiration, il y a l'idée toujours de payer de sa personne, hein, du corps, de se mettre en jeu. Bon, là, on le voit là, mais dans tous, il y a un peu cette idée-là. Hein, c'est toujours de... Il y avait un film de Kramer qui s'appelait comme ça, Walk the Walk, tu vois, il faut faire le truc, il faut faire le job. Il y a un moment où il faut pas le faire à moitié. Alors que l'écriture, on a quand même, enfin surtout l'écriture critique, on a un peu de distance. Par contre, l'écriture des voix, en général, ça fait partie du film. Là, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de voix off, puisqu'il y a le texte du film. Il y a plus des improvisations comme ça, caméra en main... dont certaines sont fausses d'ailleurs, hein. Il y a des vrais faux directs dans le truc, mais c'était quand même... voilà, il n'y a pas vraiment un travail d'écriture au sens propre du terme. Et d'ailleurs, j'ai pas souvenir tellement ça s'est dealé vraiment... Est-ce que tu le fais? Voilà, l'idée lui plaisait, il n'y a pas eu vraiment de stade d'écriture. Ce projet-là, puis tout était, une nouvelle fois, hein, je parle de constellation, mais il y avait Naples possible, Simon qui n'avait qu'une envie, c'était d'être George Sanders, donc ça tombe très bien. Et voilà, et puis on avait un endroit impeccable pour tourner. Voilà, c'est fait un peu dans la grâce, puis la gentillesse des gens de Naples, quoi, qui étaient tout à fait amusés à participer à tout ça. Et Pierrat aussi, charmant, qui avait dit « Ah, j'ai 20 minutes à vous consacrer ». 4 heures après, on était toujours là à l'écouter. Il était intarissable et vraiment très, très généreux de son temps. Donc voilà, ça s'est fait beaucoup sur la bienveillance. Et puis d'Isabella Rossellini à la fin, qui envoyait ce très beau mail en me disant... Parce que je voulais qu'elle apparaisse dans le film. Je voulais qu'elle dise justement un peu en contrepoint. Et elle dit « Attends, maintenant j'ai 65 ans, j'en ai marre de parler du voyage en Italie, de ma mère et de mon père, ras-le-bol. Faites ce que vous voulez, je suis ravi, ça me touche beaucoup, voilà, mais moi je peux plus. Voilà, donc elle le dit comme ça, et finalement c'est assez beau comme fin, parce qu'elle me dit maintenant c'est à vous de dire justement ce qui vous plaît dans ce cinéma, mais je ne vais pas le faire. Et donc voilà. Et appeler ça exercice, est-ce que c'est pour toi... façon de dire aussi que tu es dans un apprentissage permanent, enfin tu es un étudiant devant l'éternel ou quelque chose de cet ordre? Et est-ce que c'est le type d'objet, même s'ils sont très variés sur les 5 que tu as fait? C'est-à-dire qu'exercice d'admiration, d'ailleurs, je signale que dans le coffret donc on a fait avec où il y a le 3 qui est un fantôme, donc qu'on n'est pas. Mais il y a un très beau texte d'Yves Citon justement sur l'admiration, et je trouve qu'il en parle très bien parce que l'idée ça vient d'exercice spirituel, ce que faisaient les religieux, notamment Ignace de Loyola, fin 16e
en Espagne, qui était que la foi, pour lui, c'est quelque chose qui doit s'entraîner, un peu comme le piano, ou c'est quelque chose qui peut se tarir, voilà, si on le... Et ça parle de ça. Et l'admiration, c'est un peu ça aussi. Si on n'y prend pas garde, on perd cette faculté d'émerveillement devant certaines œuvres, etc. Et finalement, c'est une façon aussi de les réactiver, puis de les transmettre éventuellement, sans que ce soit sur le mode, justement, pédago-muséologique, comme ça l'est souvent, même dans la cinéphilie, ce qui peut être le cas un peu de la cinémathèque, espèce de projet. Moi, je me souviens, d'ailleurs, je l'ai montré en Italie, non, c'était en Suisse. Et il y avait donc pas mal de gens de Turin et du musée du cinéma et tout qui étaient là. Et il y en a un, il disait: ah non, je veux pas voir ton film parce que le voyage en Italie, ça, on peut pas toucher. C'était ce truc comme ça. Ce qui est vrai, tu vas voir. Moi, le film n'y perd rien. C'est autre chose, tu vois. C'est justement montrer que c'est impossible de refaire ça. Donc il n'y a absolument pas une idée de concurrence. Et puis finalement, il est quand même resté, mais au début c'était drôle, cette réaction du « ah non, on ne touche pas au voyage en Italie », et surtout les Italiens avec la catastrophe cinématographique qui s'est produite après, ils ont ce truc de « ça c'est intouchable ». Et donc voilà, c'est des trucs comme ça, mais c'est aussi, oui, un rapport à l'objet d'art plus amoureux, on va dire, plus sensuel que la simple approche cinéphilique ou historique ou érudite même d'un truc. C'est justement là où l'érudition s'arrête. Il y a un moment où justement on ne peut plus s'expliquer pourquoi on est attiré par quelque chose où il faut s'expliquer presque au sens de se battre, quoi. S'expliquer, c'est ce que disait justement Lyotard à propos de Saint-Just. Hein. Il faut s'expliquer avec lui, parce qu'il y a un moment où on n'arrive plus à le suivre. Qui fait couper des têtes, qui en même temps invente des institutions formidables. Voilà, il y a toujours cette double. Les jansénistes, pareil, qui sont à la fois des très grands auteurs, des gens qui ont inventé le langage, l'école et tout, et qui en même temps ont des côtés complètement dingues, de se martyriser, de s'enfoncer des clous dans la chair. Voilà, les gens ont toujours une complexité que l'approche culturelle, socio-culturelle, disons, appauvrit toujours un petit peu, spécule toujours à la baisse. Et l'idée de l'exercice d'admiration, c'est de remettre de la chair, quoi, quelque chose d'un peu indécidable, comme ça, dans le fait que c'est des objets qui vous poursuivent, quoi, qui vous accompagnent tout le temps. Et alors après, une fois que c'est fait, c'est vrai qu'il y a un petit peu, par exemple, j'écoute beaucoup moins de Schubert maintenant. Enfin, j'en ai fini Berlin, j'ai un petit peu moins envie d'y aller. J'ai l'impression que j'ai tourné la page, mais il y a d'autres choses qui apparaissent. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, la vie et les films se mélangent beaucoup, mais après tout, c'est comme ça, les exercices d'admiration. Voilà, il y a des choses comme ça. Justement, je vous parlais de Chantal Akerman, et premier truc, je sens que l'exercice d'admiration, c'est aussi un retour à mon adolescence, à la mobilette, d'aller à Saint-Michel, de voir des films, de rentrer trop tard. Voilà, c'est tout un truc qui fait que ça ne sera pas forcément un film disant « ah, c'est ceci ou ça, elle a fait tel film en telle année et tout ». C'est plus de faire comprendre justement que ce n'est pas forcément quelque chose qui est de l'ordre du « ah, il faut connaître, il faut le savoir, ça fait partie de la culture ». Non, c'est au contraire, allez-y, il faut s'y frotter, quoi. Et parle-nous juste, parce que tu as évoqué le premier avec Kawasé, ce rapport, pourquoi le stage, enfin, qu'est-ce qu'a représenté La Maman et la Putain pour ta génération ? Je pense que là, pour le coup, c'est un film générationnel. Mais... Oui, sauf que moi, je l'ai vu, c'était déjà un classique. Moi, j'ai dû le voir en 82 ou un truc comme ça, alors que le film est de 73. Donc, j'ai pas connu le scandale. Voilà, moi, je l'ai vu après, genre, quelqu'un m'a dit, c'est un grand film et tout, il faut aller le voir. On s'est là, donc... Parce que nous, on aimait bien la nouvelle vague, mais déjà, les années 70, c'était un peu trop proche encore. Mais bon, j'ai dit, vas-y, et je dois dire que j'ai été extrêmement surpris par ce film, parce que d'abord, c'est long, et que c'était extraordinaire. Et puis, il y a effectivement ce paroxysme final dans ce monologue où là... c'est pas tellement sur le moment, enfin, j'ai pris la baffe
esthétique comme ça, mais c'est après, quand j'ai tourné Fragments sur la Grâce et que j'ai contacté Françoise Lebrun, que je connaissais un tout petit peu mais pas bien, je lui ai demandé de partir. Et après, chaque fois que je la voyais arriver sur le tournage à Port-Royal, je disais mais c'est vrai, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et donc, voilà, ça avait réveillé ce truc de ce monologue, ces paroles, et je me fais baiser, je baise, ou elle parle comme ça en donnant des noms de gens, enfin, cette espèce de logorée comme ça qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et évidemment, en petit malin, art contemporain, j'ai dit, ben voilà, j'ai Françoise Lebrun, on va lui faire refaire le monologue 30 ans après. Évidemment, elle dit c'est hors de question. Et puis, j'en ai marre de tous ces étudiantes du conservatoire qui reprennent ce monologue pour passer leur examen. Fais-le toi. J'ai dit, ben ok. Donc, et du coup, ça m'a obligé à l'apprendre, etc. Enfin, tout ce qu'on voit dans le film. En plus, c'était vite fait, bien fait. Sauf que je voulais qu'il soit en 35 mm à la fin. Donc il y a eu un petit peu d'argent dans le gonflage en 35, parce qu'il y a des bouts en Super 8, mais il y a aussi beaucoup en vidéo. Mais ça, c'était un peu aussi... J'avais eu justement une aide des arts plastiques. La commission venait d'apparaître, et c'était juste de quoi payer le gonflage en 35, donc ça a été très bien. Et puis il a eu pas mal de prix dans les festivals de... Voilà, je sentais que cette émotion, justement, pas seulement du monologue lui-même, mais du fait que je m'oblige à l'apprendre par cœur, que Françoise il y avait ce côté justement obsessionnel qui fonctionnait et qui accompagnait ce truc. Plus le fait de changer le sexe, d'en faire une histoire gay, c'était aussi quelque chose d'un peu... mais qui, bizarrement, m'a pas fait changer beaucoup le texte. Il y avait très peu de choses... Il y a quelques lignes changées sur 10 pages. Et c'est dans la répétition, vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, dans l'exercice d'admiration, en le revoyant en plus avec certains étudiants ici, c'est le fait que tu aies même signé quasiment un texte contre les acteurs, enfin, un professionnel, j'entends, et puis que tu te coltines ce boulot-là, tu vois, par rapport vraiment à l'apprentissage d'un texte très précis. Tu le disais un peu plus tôt dans la journée, souvent quand tes voix de commentaires ou de narrateurs, elles sont écrites après avoir filmé, etc. Donc c'est quelque chose et puis que tu peux faire évidemment en studio, donc c'est plus aisé ou autrement. Mais et là, tu t'es vraiment coltiné la répétition. Tu fais l'acteur vraiment en fait. T'as pas Oui. Vraiment. On y a passé là, pareil, la journée, puis j'avais déjà appris avant et voilà. Mais justement, c'est l'acteur au sens où ces mots, peut-être qui m'avaient touché aussi à l'époque, parce qu'il y avait déjà ce sentiment de... Moi, je suis arrivé sur la scène parisienne, c'était l'explosion du mouvement gay. Justement, il y avait tous ces lieux avec des backrooms. D'ailleurs, le sida est arrivé à cause de ça, mais c'est vrai qu'on faisait énormément de rencontres qui débouchaient sur rien. Donc j'avais un peu, je pense que quand je l'ai vu, ce film, ça avait quand même ce qu'elle dit sur le fait d'appartenir à tout le monde, d'être une pute et tout ça. Moi, je le sentais un petit peu personnellement. Donc je crois qu'au-delà du fait de l'interpréter, c'est aussi parce que je le faisais mien, vraiment au sens propre du terme. Donc après, si je suis bon, tant mieux. Mais je pense que ce qui fonctionne aussi, c'est le fait que je le dis, comme elle le dit d'ailleurs dans le film, c'est ce côté, et ça revient, il y a des et tout le temps, comme ça, tout est écrit en plus, il n'y avait pas une ligne d'impro, c'est à la virgule près, donc il y avait cette espèce de défi de l'apprendre qui amenait encore ça, mais je pense qu'au départ, dans l'émotion du film, il y avait le fait que je m'étais beaucoup identifié, en tout cas, c'est Véronica, je ne sais plus. Véronica. Voilà. Et donc Françoise Lebrun d'ailleurs joue Marie. L'autre personnage féminin. Ah non, mais c'est Marie, moi, à laquelle je m'identifie. C'est celui de Françoise Lebrun. Oui, Véronica. Mais ça, c'est Véronica. Ouais. Mais dans l'échange que vous avez... oui, elle prend l'autre personnage. Ouais. D'ailleurs, il y en avait un petit peu plus au départ, mais oui, c'est elle qui me donne la réplique, comme c'est elle qui me fait apprendre. Absolument. Et en nous apprenant là, et d'ailleurs tu es très surpris, qu'elle était seule. Oui, que les autres n'étaient même pas là, donc ça s'adresse à Jean-Pierre Léaud
et Bernadette Lafont, et en fait, ils n'étaient pas là pendant le tournage. Puis j'ai appris aussi qu'il y avait le papier là, justement, qu'elle faisait comme moi, elle regardait comme ça. Je ne sais pas de l'émotion, je regardais le papier. Alors maintenant, je ne peux plus voir, j'ai regardé en thérapie sur Arte et tout. Maintenant, je le vois, le papier, je vois les coups d'œil et tout, mais c'est quelque chose, là, une fois qu'on le sait, c'est terrible. On ne peut plus y croire. Alors j'aimerais, comme tu as une assistance d'étudiants et d'étudiantes, que peut-être tu as évoqué Déchiré Grave. Voilà, les films que je pourrais appeler films d'atelier ou films collectifs, il y en a déjà 2 ou 3. D'ailleurs, Berlin Base serait presque aussi un peu issu de ça, ce que j'appelle le film choral. Et il a eu une petite histoire parce qu'il a été montré quand même justement à Nyon, à Avignon, dans le monde du théâtre. Il y a eu une très belle projection à Avignon un été. J'ai trouvé ça formidable. Tous ces jeunes acteurs qui étaient évidemment très enthousiastes et tout. Alors après, c'est un film d'école. Hein, il a ses défauts. Puis surtout, il est fait avec les portables, les machins. Mais c'est voilà, quelque chose qu'on peut faire avec rien, un peu de temps, un peu de travail quand même, parce qu'ils ont bossé. On le voit dans le film. Et que ça donne des choses intéressantes. Donc voilà, c'est un petit peu... Et on est en 2012 là. Ouais, 2012, voilà. Je dis, c'est au moment des élections... de Hollande. Ouais, enfin, Sarkozy, Hollande. Bah vas-y, mets le début. Ouais. Parce que comme ça... Ça y est. J'en vois déjà en bas. Ils arrivent. Leur petit groupe se forme. Un petit groupe si soudé. En fait, je les connais pas vraiment. On s'est vu qu'une fois à Paris. Je sais pas trop ce que je vais faire avec eux. Stay and I Enfin, maintenant, c'est trop tard. stay you can't see my name. Days of blues are syntaxed. Things looking on to my body, my body. C'est vous qui vous occupez de tous les rendez-vous. Comment elle s'appelle déjà? Maïwena. Maïwena, c'est trop beau. Moi c'est Ryan, je suis haute contre. Je veux l'aimer moi, Maïwena. Cette fille c'est le rêve. Je m'attendais pas directement à ça quand j'ai regardé sa vidéo. Et là, j'ai découvert une fille touchante, sensible, marrante, elle a l'air assez marrante, romantique. Aussi un peu une fille qui avait vraiment du rêve dans ses yeux, ça se voyait. Alors, elle avait vraiment l'air de quelqu'un de fascinant. Je crois qu'elle l'aime. Ouais.
Bah, du coup, je me suis dit, est-ce que je vais avoir ma chance pour arriver à faire chavirer son cœur? Quel est votre objectif? L'amour n'a pas de limite. Mon but premier, c'est de faire rêver la fille. En même temps, j'aime pas montrer que je sais vraiment bien chanter parce que, je sais pas. En plus, déjà, quand j'étais petit, je faisais déjà de la danse classique. Et je pense que Maiwena, elle doit être sur la même longueur d'onde que moi. Je pense que elle doit pas courir après une plante verte. Enfin, je veux dire, une personne qui sert à rien, une potiche. Et si je comprends bien, j'ai peut-être ma chance, hein, pourquoi pas. Oui. C'est vrai que c'est pas évident de montrer sa vraie personnalité dans une vidéo. Ah bah oui, c'est le jeu. Hein. Et c'est vrai que, comme on le dit, j'ai pas non plus d'énormes expériences, mais ça veut pas non plus dire que je sais rien faire du tout. J'ai une voix. Et s'il y a une chose que... Mon moment préféré, c'est avec le public, après les applaudissements. Quand ils applaudissent, c'est vraiment le moment que je préfère. Et je suis sûr que Maiwena, elle trouvera ça super et qu'elle sera là aussi pour m'applaudir. C'est le dernier morceau sur lequel je travaille. J'ai fait un enregistrement au conservatoire. Ça c'est Purcell, mais j'aime bien aussi faire des impros et je pense qu'avec Maiwena je pourrais lui faire des impros rien que pour elle. Mais on écoutera aussi d'autres genres de musique. J'écoute pas juste de la musique classique. Par exemple, j'adore mettre de la musique sur mon ordi, hip-hop, par exemple Beyoncé ou Lady Gaga, Eminem. Par exemple, j'adore le rap US. Déjà en plus parce que... Et vraiment pas mal de choses. La musique celtique aussi, j'ai de la famille bretonne. Et Trian par exemple, enfin je sais pas si tout le monde connaît ça, mais il y a vraiment plein de groupes, des bagades et tout. Qu'est-ce que vous aimez dans le rap? Moi j'écoute ça. Déjà, c'est en anglais. Purcell aussi, c'est en anglais, mais ça me fait travailler mon anglais. Je sais pas, j'aime bien chanter, écouter de la musique dans une langue différente. Et peut-être pour la plupart des gens c'est pas aussi musical, mais moi je trouve que dans la musique hip-hop, rap et tout, il y a quand même c'est quand même assez musical. Il y a des beaux accords. Je sais pas si elle trouvera que c'est aussi musical, mais moi je trouve, et on pourra écouter aussi les Beatles. C'est génial les Beatles, c'est Michael Jackson. D'ailleurs j'ai vu qu'elle aussi c'était une grande fan de Michael Jackson, Maiwena, dans sa vidéo. Il y a beaucoup de gens qui disent que Michael Jackson, ça y est, c'est fini, il est mort. Mais je pense que c'est des conneries. C'est pas vrai parce que par exemple, Purcell, il est mort il y a 320 ans, vous imaginez? Et tout le monde parle que de lui.
Et s'il y a une chose qu'il faut que je vous explique, c'est si jamais je deviens un chanteur, par exemple aussi connu que Jarouski, je pourrais pas avoir une vie normale, un rythme comme tout le monde et tout. Si je veux être au top, il faut que je travaille 10 heures par jour. Donc je peux pas avoir un rythme normal, donc il faudra qu'elle s'adapte, Maïwenna. Ouais, ce sera difficile. Ouais. Enfin. Ouais, ce sera, à mon avis, oui, si, ce sera très très difficile pour Maïwenna et moi. Et là, vous vous sentez prêt à rencontrer est-ce qu'on pourrait peut-être l'appeler, elle est pas loin. Ouais. Vous n'êtes pas timide quand même. Non, je pense que je suis moins timide maintenant qu'avant, depuis que je fais des concerts avec du public ou sur Facebook. Il y a un nombre incroyable de femmes qui veulent m'ajouter comme amie. Ou même une fille qui m'a tagué sur mon mur, qu'elle m'avait vu dans le journal et qu'elle allait venir à mon concert. Mais cette fille, je la connaissais même pas, je sais même pas qui c'est. Et enfin, c'est fou, mais là, le rendez-vous... Quoi ? Ah, j'ai peur, monsieur. Attendez, ne faites pas de soucis. Mais... Non, mais c'est une raison. Enfin, c'est parfait. Je vais mourir. Leur texte d'après des trucs de télé-réalité. Là, c'était un truc de rencontre. Simplement, moi, pour tordre le truc, je les obligeais à prendre 2 cas et à les mélanger, ce qui donne des choses assez improbables. Le blind date avec un haut de contre, un gigolo qui est masseur et en même temps père adoptif. Enfin, ça mélangeait toutes les... Donc ça crée des personnages un peu limites comme ça. Et donc, il fallait qu'ils écrivent le texte en respectant les témoignages de départ, mais en tout ça, voilà, en mettant plus ou moins en contribution, là, celui-là. Après, ça monte, parce que c'est de plus en plus dingue. Ils ont inventé des personnages complets. Et tout est comme ça, comme si je faisais passer un casting. Et par contre, dans un deuxième temps, et c'est là que ça devenait assez intéressant, on se baladait dans Rennes et à savoir où habite cette personne. Dans quel monde il est. Alors voilà, ça nous amenait à faire les différents quartiers, essayer d'imaginer. Donc là, parfois, le Haut-de-Contre, on est tout près du conservatoire de Rennes. Donc je me dis, il doit passer par cette rue-là, quel bus il prend. Enfin, essayer comme ça de leur donner une viabilité dans Rennes. Parce que souvent, c'était des trucs qui venaient de partout, hein, de toute la France, dans ces émissions, voire de Belgique aussi. Et donc, voilà, il fallait ensuite leur donner une crédibilité. Et en plus, avec très peu de temps, mais ce qui était amusant, c'était comme ça le fait de surenchérir tout le temps sur l'improbable du personnage. Et plus c'était improbable, plus c'était possible, en fait. Bon, le sosie d'Hervé Villard qui veut, je ne sais plus quoi, changer de vie. Enfin, il y a plein de personnages comme ça, mais toujours sans être justement dans le documentaire, mais en rajoutant, en faisant exprès de mélanger 2 cas de figure très très différents pour obliger un travail d'écriture et ensuite d'impro. Alors après, ils ne sont pas tous excellents, c'est normal, il y avait peu de temps. Et puis, mais bon, après au montage et en mélangeant ça avec des promenades et un peu le journal du moment, parce qu'il y a aussi les élections, tout ça qui arrive derrière, leur vie à Rennes. Bon, je ne connaissais pas du tout Rennes, donc c'est aussi une façon de connaître la ville. Et c'était vraiment un moment assez fort où ils ont tous... participer, enfin voilà, et puis après ça, on l'a vraiment monté, mais on voit bien que les images sont captées avec des instruments contondants, on va dire. Voilà, on a pris ce qu'on avait sous la main, il n'y a pas de vraies leçons aussi, voilà. Mais c'était quand même un exercice assez beau, et donc quand les gens du TNB ils ont vu le truc, ils ont dit ah ben non, il faut le monter, on va faire un générique, on va faire tout ça. Et puis donc ça a terminé comme ça, mais voilà, c'est typiquement un film qui est né de cette rencontre-là, parce qu'au départ c'était pas évident qu'on fasse un film, mais on s'est vraiment piqué au jeu. Et puis il y en a que je vois encore, hein, d'ailleurs. Anaïs Muller,
Elle apparaît dans le teaser que vous verrez demain de Saint-Just. Donc voilà, c'est aussi des rencontres, même si pour la plupart ils sont dans le théâtre. Ils sont dans le théâtre public principalement. Voilà, ils veulent le faire, ils le disent aussi à certains moments. Ils veulent pas forcément être des stars, ils veulent être des acteurs. Merci beaucoup. Vincent, on a peu de temps là, il va falloir qu'on s'arrête à cause de la fermeture de l'UFR tout simplement. Est-ce que vous avez peut-être des remarques, des questions? Il est déjà 20h, donc profitez-en. Sinon, de toute façon, on se retrouve pour beaucoup d'entre nous demain à, je sais plus, 9h, je crois. Oh là. Oui. Je viens bien de me le dire. 9h, oui, c'est ça. Ouais, c'est très bien. En 201, a priori. Et puis, dans l'après-midi, si vous voulez nous rejoindre aussi avec les licences 3 sur le jeu filmé spécifiquement, partir sur la part de l'identité à 16h demain. Merci à toutes et à tous. Merci encore Vincent. Oui, merci à vous pour l'attention. Merci à nous. Ça fait du bien d'avoir des gens devant aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant le télé-zoom enseignement. Voilà. Merci.